Bonjour à tous. Je prends quelques minutes de votre attention pour me présenter déjà. Je m'appelle Sébastien Chalessin, je suis adjoint au maire en charge des espaces publics, mais surtout des espaces verts pour le sujet d'aujourd'hui sur la ville de Bourgoin-Jallieu. Pour ceux qui cherchent où est Bourgoin-Jallieu, c'est le carrefour entre Lyon, Chambéry et Grenoble. C'est une ville qui regroupe aujourd'hui près de 30 000 habitants, une ville attractive, une ville qui a pris le pari il y a quelques années, on va dire 4-5 ans, de prendre un virage, et plus particulièrement ces 3 dernières années, sur un virage à 180 degrés sur la gestion de ces espaces verts, avec pour plus de nature en ville. Et dans le cadre de ces réflexions avec le plan local de l'urbanisme, qui est en cours et qui va être validé sur début 2024, on a fait un travail sur les trames bleues, les trames vertes, et ce qui nous a permis d'aboutir à un projet sur une zone de biodiversité de Champfleury à Bourgoin, que je vous propose aujourd'hui donc d'échanger avec le responsable des espaces publics, nos agents également, qui va se présenter ensuite, sur des travaux qui ont été débutés en avril 2020 jusqu'à peu près en avril 2022. Bonjour à tous, donc Mathieu Dupin, je suis le responsable du service espace vert de la mairie de Bourgoin. Comme l'a dit Monsieur Chalessin, c'était la création d'une zone de biodiversité. Pourquoi? Tout d'abord, c'est parti d'une analyse, d'un constat qui a été réalisé par une étude allemande qui cible qu'il y a près de 80% des insectes en moins en Europe depuis 1989. Donc si les insectes aujourd'hui disparaissent, c'est tout un réseau qui va disparaître, les petits amphibiens, les petits mammifères. Et dans cette chaîne-là, on se trouve dans cette chaîne-là, nous, à un moment donné. Donc c'était pour répondre aussi à cette chute-là, à notre modeste échelle, qu'on a voulu faire quelque chose de différent. Et l'idée de cette plaine de biodiversité, c'était de créer un maximum de biotopes pour favoriser les espèces faunistiques et floristiques, tout en éduquant à l'environnement les groupes scolaires qui se trouvent à proximité, les habitants de Bourgoin-Jallieu aussi, pour changer un petit peu l'image des parcs et jardins qu'on a, avec une image un petit peu à la française, très stricte, très architecturée. Et je prendrai la citation de Sébastien M, qui nous a accompagnés, et Christian y reviendra, qui dit qu'un jardin propre est impropre à la vie. On avait quelques contraintes pour cet aménagement. On se trouve dans un quartier prioritaire, avec des besoins de grands espaces pour pouvoir jouer au foot, pour pouvoir que les gens puissent pique-niquer. Donc il a fallu éduquer, travailler avec eux afin de mener à bien ce projet. Il a fallu aussi travailler, mettre des choses en place, se faire accompagner pour que nos agents s'imprègnent totalement de ces nouvelles pratiques. Donc moi, c'est Christian Ruyat. Donc voilà, je suis agent au service espace vert de la commune de Bourgoin. Nous avions donc un défi qui était orienté sur 2 axes. Il y avait un accompagnement des équipes. Donc nous avons travaillé avec Hugues Mouret, qui est directeur scientifique de l'association Arthropologia, qui est à côté de Lyon. Nous avons travaillé, comme l'a dit Mathieu, avec Sébastien M, qui a un jardin en Alsace, Hyménoptera, et aussi avec la ville de Lyon, plutôt la métro, avec Eric Bodalenko qui est ici, là. Donc voilà. Après, le deuxième axe, c'était plutôt créer un maximum de biotopes, donc pour réduire justement, ou pour freiner la disparition des espèces, surtout des insectes. Alors historiquement, si on veut revenir sur cette zone, ça serait bien de pouvoir envoyer l'image. Donc voilà, c'est une zone qui fait à peu près 1,2 hectares, voilà, qui était avant 2015 intégralement tondue, une quinzaine de tondes. C'était vraiment un terrain de foot, voilà. Et entre 2015 et 2020, nous avons commencé à réaliser simplement 2 fauches annuelles avec des passages dedans pour que la population puisse avoir des connexions entre les immeubles. Et à partir de 2020, nous avons donc travaillé justement sur différents aménagements. Et donc nous allons maintenant les voir virtuellement. On va faire ce petit trajet tous ensemble. Donc Joris, à toi. Donc voilà, alors le premier aménagement, c'est une haie de Benjes. Donc c'est un aménagement qui est relativement simple à faire. On met des piquets, voilà.
Et dedans, on stocke des branches. On recycle un petit peu nos branches de taille, voilà. Et ce concept-là, c'est Monsieur Benjes, Hermann Benjes, un naturaliste allemand qui l'a mis en place. Et justement, c'est pour abriter et recueillir justement des micro-mammifères, des oiseaux. Il y a des oiseaux nicheurs qui peuvent être dedans. On peut retrouver du hérisson. Et ces micro-mammifères et ces oiseaux, dans leur plumage et dans leur pelage, amènent des graines qui vont germer, qui vont être en attente ici. Et cette future matière organique va se dégrader. Et d'ici 15 à 20 ans, nous aurons une haie avec des espèces locales qui aura poussé sur cet aménagement. On va arriver sur une seconde zone que nous, on a appelé carré fleuri mellifère. C'est des carrés de 4 mètres carrés qui sont en monoculture. Donc vous avez soit du thym, vous avez de l'algue, vous avez une variété d'astère, vous avez du teucrium. Et en fait, l'idée ici, c'était de pouvoir s'asseoir, contempler et voir les insectes qui étaient inféodés à ces végétaux-là. Parce que sur chaque végétal qui est présent dans le carré, on trouve une variété d'insectes qui est inféodée. Et comme on l'a dit au début, l'important, c'est l'éducation à l'environnement et c'est échanger ce regard. Et c'est pour ça qu'on voit des choses, voilà, des bancs réutilisés avec des fûts d'arbres, des choses très simples. Mais l'idée, c'était pas d'investir massivement financièrement dans quelque chose, c'était de faire quelque chose qui marche, qui fonctionne et qui est pratique. Il faut aussi dire que la nature aussi, c'est un moment de contemplation. Donc, on s'installe sur les bancs et on peut regarder les insectes se poser sur les fleurs et voilà. Après un deuxième aménagement, on a travaillé avec des carrés aussi encore, mais avec une famille de plantes particulières qui sont les apiacées. Donc la carotte sauvage et les fenouilles. Et on voulait travailler sur une thématique du papillon, donc le papillon macaon. Il faut savoir que les imagos, donc ce sont les adultes des insectes, mais avant d'avoir une vie d'adulte, nous avons une vie ou de chenilles, de chrysalides. Et donc les chenilles du macaon raffolent justement des carottes sauvages et des fenouilles. Et donc on travaille avec aussi les écoles justement pour leur montrer un petit peu qu'il y a justement une biodiversité qui s'installe dans tous ces espaces. Alors pourquoi les apiacées c'est des grosses inflorescences en ombelle qui sont justement très attractives pour les pollinisateurs. C'est pour ça que là c'est des carrés qui sont monospécifiques en variété d'apiacées. Voilà, type fenouil, carotte sauvage, tu l'as dit Christian. On va continuer. Alors là, nous allons arriver dans la zone maigre. Alors c'est une zone maigre, c'est-à-dire qu'elle est très très séchante et très peu riche en azote. Au niveau du sol, c'est un sol très pauvre. Donc voilà, alors ça c'est plutôt une réalisation qu'a fait Sébastien M dans son jardin. Donc c'est une réalisation qui fait 100 mètres carrés. Et nous avons décaissé le sol sur 50 cm et nous avons mis 2 substrats très filtrants. Un substrat de 30 cm avec un recyclé que l'on avait de diamètre 0,30, 0,20, 0,30. Et dessus, nous avons mis une couche de paveur en 0,10, qui est très filtrante aussi. Et dedans, nous avons planté des plantes adaptées à ces milieux très séchants. Donc là, on est plutôt sur des cystes, des stachys, voilà, des choses comme ça. Différentes achillées, du phlomis, quelques graminées aussi, miscanthus et stipa. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette zone, on parle souvent de végétal local ou de végétal exotique. On ne s'est pas restreint à faire que du végétal local. On a aussi pris du végétal local prélevé en Méditerranée, donc qui n'est pas local chez nous, mais en tout cas, on a voulu élargir la gamme pour ne pas se restreindre qu'à du végétal local. Tant que la plante, pour nous, favorisait la biodiversité, on l'a mise dans notre aménagement. On n'a pas sectorisé en étant 100% sur du végétal local. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la flore méditerranéenne, elle regroupe un nombre d'espèces très importantes et des fois, on la sous-estime. Je voudrais rajouter, Joris, juste 2 choses. Donc des zones qui sont dénudées, donc où on voit le sable. Donc ce sont des zones aussi très intéressantes pour les insectes terricoles qui se reproduisent, les abeilles sauvages par exemple. Voilà. Et puis un autre point très important,
C'est surtout une ressource alimentaire, surtout en période estivale, quand les prés à côté, les champs à côté n'ont pas de floraison. Donc il y a une ressource alimentaire pour les insectes. Voilà. Ensuite, on va aller sur le mur en pierre. Le mur en pierre, pour nous, il avait deux intérêts. Le premier intérêt, c'était montrer aussi un savoir-faire qu'on a en interne. Donc c'était le valoriser. Mais aussi du coup un lieu de refuge et de cachette pour la faune. Donc là c'est pareil, on est sur une partie derrière le mur qui est du coup plutôt travaillée comme une zone maigre où on va retrouver du teucrium, de l'origan, et encore du thym je crois. Donc voilà, différentes espèces aussi très résistantes à la sécheresse. Donc voilà, il y avait l'hôtel à insectes aussi, et j'en parlerai après plus tard avec les nichoirs, dont on va avancer sur la haie. Voilà, alors on a aussi 300 mètres de haies linéaires avec une vingtaine d'espèces diversifiées dedans. C'est surtout multiplier les strates végétales. Donc on était sur une zone, une strate végétale relativement basse ici et des arbres un petit peu voilà, bien plus haut. Et à l'intermédiaire, au croisement de ces deux strates, c'est là qu'on fait exploser la biodiversité puisqu'on trouve des espèces appropriées justement aux haies. Dedans, par exemple, il y a du Prunus avium et le papillon, le flambé, pond dessus. Donc voilà. Et après, pour revenir sur les hôtels à insectes et les nichoirs aussi, nous avons posé des nichoirs à oiseaux style traditionnel, mésange bleu, mésange charbonnière. Hôtel aussi à insectes, mais ça, les hôtels à insectes, il faut faire attention. Il faut installer des petites structures, pas faire des méga et gros hôtels à insectes, puisque les abeilles sauvages avec les abeilles domestiques sont en concurrence sur les fleurs et se transmettent des maladies qui peuvent être transmises après dans les hôtels à insectes. Donc il faut se freiner là-dessus. Juste en aparté, juste derrière, en fait, on a à quelques dizaines de mètres une micro-forêt. Ça a été un petit peu évoqué ce matin dans la partie sur l'arbre urbain. Ça, c'est des micro-forêts qu'on plante avec les écoles. Là, on a planté notre 9e micro-forêt là, en 3 ans. Donc, c'est avec la méthode Miyawaki que vous devez connaître, où on plante avec les enfants, où on a touché plus de 1400 enfants depuis le début de cette opération. Alors après, encore une zone très importante pour Sébastien, c'est la zone starter. Voilà. Donc voilà, cette zone-là. Alors c'est la zone starter, c'est la zone qui met en évidence les décomposeurs de la matière organique, entre autres les insectes saproxyliques, les cétoines dorées, les lucarnes cerfs-volants. Donc c'est un aménagement facile à faire. Voilà, il y a un demi-cercle avec des rondins de bois. C'est vrai qu'on... Ok, merci Joris. On le voit de derrière, c'est pas grave. Et dedans, on a mis à peu près une trentaine de centimètres de BRF, du bois ramial fragmenté, pour justement que la venue de ces insectes puisse pondre dedans. Et c'est vrai que la décomposition de la matière organique, c'est quelque chose de très important aussi. On voit ça avec la Benjes. Donc voilà. On a également ajouté quelques, alors qu'on ne voit pas sur la vidéo parce que ce n'était pas la bonne saison, mais quelques zones de prairies sauvages. On a travaillé avec Novaflore, quelques zones de bulbes naturalisables aussi avec vert vert afin d'étaler au maximum la floraison et la ressource pour les pollinisateurs toute l'année. Et bien sûr, il fallait terminer avec un point d'eau, c'est vraiment très important. Donc nous avons créé une mare de 13 mètres cubes, voilà, avec 2 déversoirs qui vont se vider dans une zone humide que l'on a créée derrière. Par contre, le remplissage de cette eau se fait simplement par les eaux pluviales, bien sûr. Cette année, on a quand même rajouté 4 mètres cubes d'eau pour que la sec ne se fasse pas à l'intérieur, c'est-à-dire que le point le plus profond est quand même de 1,30 m, mais il faut que le cycle des insectes aquatiques puisse se faire, donc il faut au moins de l'eau jusqu'à fin juillet. Donc voilà, et au printemps, donc, nous avions énormément de libellules, des exuvies, donc les mues des libellules, et ça faisait 1 an et demi qu'il était installé, et au niveau fonctionnalité, ça a vraiment bien marché.
parce qu'il y avait forcément des contraintes et des angoisses des habitants, les moustiques, les choses, voilà. Donc là, le constat est évident qu'il n'y avait pas de moustiques. Voilà pour la zone humide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je voulais juste rajouter, on a fait quelques plantations d'arbres. On essaye aussi du coup de favoriser ce qui va se semer, ce qui va germer naturellement dans nos prairies. Donc une fois qu'ils ont germé, on va laisser les petits baliveaux d'arbres, on va les protéger afin qu'ils ne soient pas fauchés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'également, on a un panneau de communication à chaque aménagement. Parce que la priorité, c'était quand même un petit peu, c'était l'éducation aussi à l'environnement des habitants du quartier et de Bourgoin-Jallieu. Un autre point, la gestion de la prairie. On a à peu près 4000 m² de fauches, voilà, donc qui sont réalisés sur 3 ans. On fait une rotation pour toujours laisser une strate haute pour, entre autres, les araignées. Voilà, donc chaque année, on fait une fauche. Donc on a fait une fauche ici, voilà, de 1300 m². Et on fait une exportation à quelques mètres. Voilà, on fait une meule pour que la biodiversité, les micro-mammifères, entre autres, aillent se cacher dedans. Voilà, on fait aussi une gestion du comptage d'insectes avec le protocole Propage sur les papillons. Avant, quand on était en tonte exclusive, je ne vous explique pas, mais des papillons, il n'y en avait pas beaucoup. Depuis 2 ans qu'on s'est mis à faire le comptage, nous sommes déjà à 10 espèces. La haie va continuer à pousser, ça va accroître encore le nombre d'espèces, bien sûr. On fait aussi un inventaire sur la flore, donc nous avons à peu près un cortège de 20 espèces végétales. Et justement, notre gestion va nous conduire à savoir si on va dans le bon sens, si on augmente ce cortège ou pas. C'est justement l'intérêt de ces inventaires. Là, depuis la fin du chantier, on a fait visiter la zone à plus de 800 personnes en visite guidée avec un agent, avec une sensibilisation à l'environnement. À travers cette présentation, je pense qu'il y a un des éléments qu'il faut retenir, c'est la volonté aussi politique, combinée à la volonté des agents et du savoir-faire, à vouloir monter aussi en compétences, à vouloir chercher plus, puisque nous avons voulu, à travers cet exemple, vous montrer l'orientation de la ville de Bourgoin-Jallieu, que nous menons maintenant depuis 5 ans, mais plus précisément depuis 3 ans maintenant, puisque c'est un des éléments, une des poches sur lesquelles nous intervenons, avec une écologie qui se veut plus pragmatique. J'entends régulièrement des politiques, certains de mes confrères, dire beaucoup de choses, et qu'il faudrait parce que dans l'intérêt de demain. Mais l'intérêt de demain, c'est aujourd'hui, c'est pas que demain. Donc nous, on a souhaité, au travers de ce travail, intervenir très rapidement et surtout en faire bénéficier nos jeunes générations, puisqu'on a intervenu avec beaucoup d'élèves qui sont venus. Les écoles, c'est 1400 élèves, à près de 17 000 arbres plantés également au niveau de la forêt de Miyawaki. Donc c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui, si bien que ça nous a permis de faire venir à peu près 250 professionnels au mois d'avril, lorsqu'on a mis en place la fête de la biodiversité. Et on est tellement pris par l'engouement en fait, d'avoir fait bien, on espère, et en tout cas de ce développement, que nous allons créer une deuxième zone de biodiversité en entrée de ville. Cette fois-ci probablement en collaboration avec l'agglomération CAPI, donc la porte de l'Isère, pour créer une deuxième zone qui soit encore plus attractive et toujours dans la même volonté de créer une zone de biodiversité, mais par contre une zone plus esthétique encore et plus pédagogique, afin d'attirer encore d'autres personnes à être sensibles à ce qu'est la biodiversité et comment on pourrait peut-être le reproduire chez soi demain. Voilà, merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions. Tout était clair? Merci.
Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez pu faire un comptage des utilisateurs du site et de l'évolution des populations pour comprendre un petit peu comment est-ce que, sociologiquement parlant, l'impact de ces aménagements apporte quelque chose sur les gens qui sont autour, en fait? Non, ça on l'a pas fait. Là, quand on parle de 800 personnes, là, c'est vraiment du coup des écoles, des scolaires, des gens avec qui on était pour les visiter. On a des retours terrain quand les agents travaillent, mais voilà, ça on peut pas l'estimer. On n'a pas travaillé là-dessus. Merci bien. Merci beaucoup.